Bonsoir. Ici l'historien de la nuit. Il est tard, tu es peut-être déjà allongé, la lumière du téléphone est la seule qui éclaire la pièce, et pourtant, ce soir nous allons convoquer des ombres très anciennes. Pas seulement des armées, des cris, des discours sur des places envahies de drapeaux. Non. Ce soir, nous allons entrouvrir des tiroirs secrets, des anecdotes presque incroyables, des curiosités qu'on chuchote à mi-voix lorsqu'on croit tout savoir d'Adolf Hitler, et que l'histoire vient te murmurer que tu ne sais encore presque rien. Si tu aimes voyager dans les ombres de l'histoire, si tu aimes ces récits où les détails les plus étranges révèlent les mécanismes les plus profonds du pouvoir et de la folie humaine, tu peux t'abonner, laisser un like, partager ce récit. Cela aide ces histoires à continuer de vivre dans la nuit. Parce que ce dont nous allons parler, ce sont des choses que tu as peut-être déjà croisées au détour d'un article, d'une vidéo, des hormones féminines glissées dans les repas du Führer. Un prix Nobel de la paix qui a, un jour, porté son nom. Un magazine occidental qui l'a désigné homme de l'année. Un petit café viennois où se croisent sans se regarder des figures qui, quelques décennies plus tard, vont mettre le monde à feu et à sang. Tout cela semble absurde, presque irréel. Et pourtant, derrière chaque curiosité, il y a une époque, des mentalités, des peurs, des obsessions. Et surtout, derrière ces 10 étranges éclats, il y a un fil unique, discret, qui traverse les années, la manière dont un homme bourré de complexes, de frustrations, d'obsessions enfantines a été rendu possible par un monde qui croyait vivre en paix, alors qu'il marchait sur une fine couche de glace. Une paix superficielle, une paix armée, prête à se briser au premier choc. Reste avec moi. Certaines de ces histoires vont te sembler invraisemblables. D'autres, tu les connais peut-être, mais tu ne les as jamais replacées dans la grande toile de fond qui les rend terriblement logiques. Et puis, il y a quelque part dans ce récit une lettre écrite depuis une cellule de prison, adressée à un concessionnaire Mercedes. Nous y reviendrons plus tard. Pour comprendre ces curiosités, il faut d'abord reculer loin, très loin, bien avant les foules nazies, bien avant les camps, bien avant les drapeaux rouges frappés de croix noires. À la toute fin du long 19e siècle, l'Europe se regarde avec une étrange satisfaction. Les grandes puissances se partagent le monde, leurs cartes sont couvertes de couleurs coloniales, comme un enfant colorie un atlas. Les empires austro-hongrois, russes, britanniques, français dominent la scène. Dans les capitales, des cafés bruissent de discussions savantes dans les colonies. Des êtres humains sont exposés comme des curiosités exotiques, dans ce que l'on appelle alors des os humains. Des hommes, des femmes, des enfants venus d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, présentés derrière des barrières comme on montre des lions ou des girafes. Cette Europe se veut raffinée, civilisée, mais elle repose sur une hiérarchie cruelle au sommet, le blanc européen, en dessous, tous les autres. Dans les expositions coloniales, des foules viennent se divertir devant des villages reconstitués, des huttes, des danses, comme si des vies entières n'étaient que des décors. La science raciale, la pseudo-biologie des crânes et des mesures, donne un vernis savant à ce mépris. Les journaux parlent de progrès, de mission civilisatrice, de destin impérial. C'est dans ce monde-là que naît Adolf Hitler, dans un empire austro-hongrois fatigué, où les nationalismes grondent sous la surface, comme de la lave sous une croûte de pierre. Dans ces années de paix trompeuse, l'Europe ressemble à un immense orchestre, les uniformes brillent, les salons sont éclairés, les puissances se saluent avec politesse. Mais, dans les coulisses, les musiciens s'accordent déjà sur une mélodie de guerre. Les alliances entre États ressemblent à une toile d'araignée tendue au maximum. Chaque fil relie un empire à un autre. Chaque vibrato se répercute sur toute la toile. Dans cette toile fragile,
La ville de Vienne est un nœud essentiel. Vienne, au début du XXe siècle, c'est une sorte de laboratoire de l'Europe entière. C'est là que l'on invente la psychanalyse, que l'on discute de la fin des empires, que l'on imagine des révolutions. C'est aussi là, dans un café aux colonnes de marbre et aux nappes blanches, le café central, que l'histoire semble s'asseoir à la même table sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Imagine la scène. Nous sommes au cœur de l'hiver, au début des années 1910. Le soir tombe tôt sur Vienne, la neige sale s'amoncelle le long des trottoirs. Tu pousses la porte du café central. À l'intérieur, la chaleur est douce, le tintement des tasses se mêle au froufrou des journaux que l'on déplie. À une table, un jeune avocat serbe discutait politique. Un peu plus loin, un homme moustachu, la quarantaine, aux yeux perçants, griffonne des notes pour une future conférence sur les rêves, Sigmund Freud. Non loin de lui, un révolutionnaire russe à la barbe noire, Léon Trotsky, débat de socialisme en agitant les mains. À une autre table, un autre révolutionnaire, encore plus taciturne, Joseph Staline, écoute plus qu'il ne parle. Et puis, presque perdu dans le décor, un jeune homme au regard dur malfardé qui se rêve peintre mais que les écoles d'art ont rejeté Adolf Hitler. Il ne parle pas beaucoup, il regarde. Il observe les gens, les journaux, les affiches. Il se nourrit des humiliations accumulées, de l'orgueil blessé, de la conviction que le monde lui doit quelque chose. Dans ces mêmes rues de Vienne se promène aussi un certain Josip Broz, futur Tito, et le café devient ainsi le théâtre silencieux d'un paradoxe fascinant des hommes qui, quelques décennies plus tard, seront ennemis mortels, se croisent alors sans se reconnaître. L'histoire mondiale, réduite à une poignée de silhouettes qui se frôlent entre deux gorgées de café. Cette Vienne est un symbole. Elle montre à quel point la paix d'avant la Première Guerre mondiale est une paix illusoire. Tout semble stable, les empires tiennent encore, les dynasties règnent, les gens continuent à fréquenter les cafés. Mais dans les têtes, les idées nouvelles, les ressentiments nationaux, les théories raciales, les rêves impériaux forment déjà une armée invisible. C'est ce que l'on appelle une paix armée. Les canons sont encore silencieux, mais ils sont pointés, entretenus, prêts. Dans ce climat, le jeune Hitler se nourrit de lectures. Parmi elles, une collection de romans d'aventure signée Karl May, un auteur immensément populaire en pays germanophone. Ces livres racontent l'Ouest américain, les grandes plaines, les cowboys, les Indiens, les duels au soleil. Hitler, qui n'a alors jamais quitté l'Europe centrale, se projette dans ces récits exotiques, s'identifie aux héros blancs, justes et violents, qui civilisent par la force des terres lointaines. Plus tard, cette imagerie simpliste va se transformer, dans sa tête, en une analogie sinistre à ses yeux. L'Est européen doit devenir pour l'Allemagne ce que l'Ouest fut pour les États-Unis. Un espace à conquérir, à coloniser, à vider de ses habitants jugés indésirables. Tu vois comment une simple passion de jeunesse pour des romans d'aventure peut devenir l'une des racines profondes d'un projet impérial meurtrier. L'imaginaire prépare le terrain bien avant la politique. La Première Guerre mondiale éclate. Ce château de cartes géanqué, l'équilibre européen vola en éclats. Les alliances qui formaient une toile d'araignée se mettent à vibrer toutes en même temps. L'étincelle de Sarajevo déclenche l'incendie général. Le soldat Hitler, comme des millions d'autres, plonge dans les tranchées. La guerre le marque, le façonne. La défaite allemande, l'humiliation, la perte de repères nourrissent son ressentiment. Après la guerre, l'un des piliers de l'ordre ancien, l'Empire austro-hongrois, disparaît. L'Allemagne est humiliée, écrasée par le traité de Versailles. Dans ce chaos apparaissent des groupuscules politiques radicaux, nationalistes, antisémites, qui promettent de restaurer la grandeur perdue. C'est là qu'intervient l'une des curiosités les plus révélatrices, la naissance du parti qui deviendra le parti nazi.
Contrairement à ce que la propagande laissera entendre plus tard, Hitler ne fonde pas le mouvement. À l'origine, il existe un petit parti obscur, le Parti ouvrier allemand, créé par un homme beaucoup plus terne, Anton Drexler. Quand Hitler le rejoint, ce parti semble insignifiant. Quelques dizaines de membres, des réunions, dans des arrière-salles enfumées, des discours rageurs mais sans public. Pour masquer cette petitesse, une idée simple est mise en place, commencer la numérotation des cartes de membres, non pas au numéro 1, mais 500. Ainsi, sur la carte d'Adolf Hitler, on inscrit le numéro 555, ce qui donne l'illusion d'un mouvement déjà vaste et puissant, alors qu'il est à peine plus qu'un cercle de marginaux. Ce détail, en apparence anodin, est révélateur. La force de Hitler, avant même d'être militaire, est d'abord psychologique et symbolique. Gonfler les chiffres, organiser des mises en scène, agrandir artificiellement la taille de la foule, c'est une manière de compenser ses propres complexes, son sentiment profond d'avoir été méprisé, rejeté. Il sait que lui-même n'a pas de légitimité traditionnelle, ni aristocratique, ni intellectuelle. Alors, il crée une légitimité de théâtre, de décor. Et pourtant, à ce moment-là, l'homme qui deviendra le symbole absolu de la barbarie moderne est loin de vivre dans le faste. Nous sommes au milieu des années 20. Hitler a tenté un coup d'État raté à Munich. Il a été emprisonné à Landsberg. Dans cette prison, il dicte le livre qui deviendra Mein Kampf, mélange de souvenirs, de haine, de projets politiques délirants. Mais derrière la figure du futur dictateur se cache encore un homme vulnérable, dépendant, obsédé par son image. C'est ici qu'entre en scène la fameuse lettre à Mercedes. Dans sa cellule, Hitler rêve déjà de se présenter non plus comme un simple agitateur, mais comme un homme d'État, un chef digne, et pour cela, il veut une voiture à la hauteur de ce rôle qu'il se fabrique. Il écrit alors à un concessionnaire pour obtenir un crédit ou une remise sur un modèle de luxe, une Mercedes 1140, promettant de rembourser dès que les droits de son livre lui seront versés. La lettre est une étrange combinaison de mégalomanie et de petitesse, le futur dictateur quémandant un rabais, parlant de questions techniques de moteur, espérant être pris au sérieux par un vendeur de voitures. On ne sait pas avec certitude si sa demande a été acceptée, mais la simple existence de cette lettre est troublante. Elle montre un homme qui n'est pas encore le tyran figé des images d'archives, mais un prisonnier qui se projette déjà dans une mise en scène de puissance, jusque dans le choix de la marque de sa voiture. Pendant que ces petites manœuvres ont lieu, l'Europe entière continue de se débattre dans les conséquences de la Première Guerre mondiale. Les économies sont fragiles, les démocraties balbutiantes. L'inflation ravage l'Allemagne. Les peuples aspirent à la stabilité, à une forme de normalité. C'est dans ce besoin de normalité qu'Hitler va se glisser comme un poison dans un verre d'eau claire. Au fil des années 30, il gagne du pouvoir, étape après étape, en se présentant comme l'homme de l'ordre, celui qui redonne du travail, qui efface l'humiliation, qui rétablit la grandeur nationale. Beaucoup, en Allemagne comme à l'étranger, veulent croire à cette promesse. C'est ici que la notion de paix superficielle prend tout son sens sous couvert de pactes, de conférences diplomatiques, de sourires devant les caméras. L'Europe s'enfonce en réalité dans un engrenage d'ultimatums et de renoncements. Et c'est dans ce climat que survient l'une des curiosités les plus dérangeantes. À la toute fin des années 30, un grand magazine américain, Time, désigne Adolf Hitler comme homme de l'année. Il faut comprendre le contexte, ce titre n'est pas une récompense morale, mais la désignation de la personnalité ayant le plus marqué l'actualité. N'empêche, voir le visage du dictateur en couverture côté à côté des grandes figures politiques du monde libre donne le vertige.
Cela raconte la fascination que beaucoup en Occident éprouvent encore pour ce chef qui, croit-on, a su rétablir l'ordre, relancer l'économie, tenir tête aux communistes. Cette ambiguïté se retrouvera même là où l'on s'y attend le moins dans les archives du prix Nobel de la paix. Car oui, Adolf Hitler a été, un jour, officiellement proposé pour ce prix, au sein même des procédures de nomination. L'histoire, là encore, est étrange. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, un parlementaire suédois, connu pour ses positions ironiques et critiques, dépose une candidature au nom d'Hitler. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une provocation, d'une satire visant à dénoncer l'aveuglement de certaines élites devant les dictateurs de l'époque. Mais la lettre existe, elle est enregistrée, et pendant un bref moment, dans les documents officiels, le nom du Führer figure sur la liste des personnes proposées pour le prix de la paix. La candidature sera rapidement retirée sous le choc des réactions. Mais le symbole demeure même au cœur des institutions morales de l'Occident. La confusion est telle qu'un tel geste satirique devient possible. De l'autre côté, en Allemagne, Hitler construit peu à peu un système totalitaire où tout doit être contrôlé, évalué, classé, archivé. Il y a dans ce projet de domination une obsession presque maniaque pour l'ordre, la collection, la mise en vitrine. C'est dans ce cadre qu'apparaît la rumeur persistante d'un musée d'une race disparue. Selon cette idée glaçante, les nazis auraient voulu, après avoir exterminé les Juifs d'Europe, conserver leurs objets, leurs livres, leurs rituels dans un musée, comme on expose les vestiges d'un peuple antique disparu. Les historiens n'ont pas trouvé dans les archives de documents où Hitler lui-même ordonne explicitement la création d'un musée portant ce nom exact. Ce qui est avéré, en revanche, c'est que les nazis s'emparent de collections juives existantes, comme le musée juif de Prague, et en font un immense dépôt d'objets, de rouleaux de Torah, d'argenterie, de textiles, soigneusement étiquetés, catalogués, comme si l'on constituait l'inventaire d'un monde promis à l'effacement. Là encore, la curiosité n'est pas une simple anecdote macabre. Elle révèle une logique, celle d'un régime qui veut effacer un peuple, mais en conserver la trace inerte, muséifiée, pour mieux célébrer sa propre victoire. Comme si la destruction totale n'était pas complète, sans cette dernière humiliation être réduit à de simples vitrines. Et pendant ce temps-là, ailleurs en Europe, des pratiques que l'on croit appartenir au passé colonial persistent. Les zoos humains très populaires à la fin du 19e et au début du 20e siècle déclinent lentement, mais ne disparaissent pas du jour au lendemain. On sait que des expositions de ce type ont encore lieu dans l'entre-deux-guerres, et même après la Seconde Guerre mondiale, notamment en Belgique. Une affirmation circule parfois: Hitler aurait été le premier dirigeant européen à interdire officiellement ces zoos humains. On la trouve relayée dans des articles, des posts, sans qu'aucun décret clair, aucune loi précise ne vienne l'étayer dans les archives. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le régime nazi n'a en rien rompu avec le racisme colonial et qu'il a transformé des institutions comme le Zoo de Berlin en instruments de propagande, mettant en scène d'une autre manière l'idée d'une hiérarchie entre les espèces et les races. Cette histoire de premier défenseur des peuples exposés attribuée à Hitler fonctionne alors comme un miroir inversé. Elle tente de repeindre en gris ce qui est noir absolu. Elle fait partie de ces petites légendes qui, volontairement ou non, brouillent la mémoire du crime. Revenons aux coulisses les plus intimes du personnage. L'une des curiosités qui fascine le plus le grand public concerne l'apparence même d'Hitler, et en particulier cette moustache étroite, rectangulaire, devenue un symbole mondial du mal. On la retrouve dans les dessins animés, les caricatures, les films. On la superpose sur des visages pour signifier instantanément la tyrannie.
Cette moustache n'a pourtant rien d'un symbole au départ. Dans les années de jeunesse d'Hitler, il porte une moustache à la Kaiser plus large, plus traditionnelle. Selon certains témoignages, c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'il se résout à la couper très court, pour que le masque à gaz puisse se plaquer correctement sur son visage. Une autre spéculation circule: Hitler aurait copié le style de Charlie Chaplin, dont il admirait secrètement les films, en particulier avant que le cinéma comique ne se retourne contre lui dans Le Dictateur. Les historiens n'ont trouvé aucune preuve directe de cette imitation délibérée, même si. L'on sait que Hitler appréciait Chaplin avant de le vouer à la haine. Ce qui est certain, c'est qu'il assume cette moustache comme un signe distinctif, au point de répondre à ceux qui lui suggèrent de la changer, qu'elle finira bien par être à la mode parce que c'est lui qui la porte. Derrière la forme de ses poils de moustache, il y a encore une fois cette même obsession, se rendre immédiatement reconnaissable, créer une silhouette, un emblème comme une marque commerciale. On raconte aussi qu'il entretenait cette moustache en hommage à Chaplin lui-même et qu'à cette époque, dans les années 20 et au début des années 30, il n'était pas encore farouchement anti-anglais ou anti-américain. Ce point, lui, est plus solide dans ses écrits et dans certains témoignages. Hitler exprime une véritable admiration pour l'Empire britannique, qu'il considère comme la preuve de la supériorité supposée de la race germanique. Il souhaite même, un temps, une alliance avec l'Angleterre, rêvant d'un partage du monde où l'Allemagne dominerait l'Est européen pendant que la Grande-Bretagne conserverait ses colonies outre-mer. Cette fascination pour la puissance anglo-saxonne coexiste avec une haine viscérale des Juifs, des slaves, des marxistes. Contradiction profonde, l'homme qui se construit sur des fantasmes de pureté raciale admire, dans le même temps, la brutalité impériale d'un autre empire, espérant la copier, la dépasser, sans comprendre que, pour les démocraties libérales, son projet n'est pas une simple variante, mais une menace existentielle. Pendant que l'image d'Hitler se construit ainsi, dans les médias, sur les couvertures des magazines, dans les caricatures, dans les films qui commencent à se moquer de lui, une autre guerre, moins visible, se prépare, celle des laboratoires, des services secrets, des idées étranges que les stratèges désespérés sont prêts à envisager. Parmi ces idées, il en est une qui, aujourd'hui encore, semble presque burlesque, comme un scénario de film satirique, et pourtant, elle a bien été sérieusement discutée, l'idée d'administrer des hormones féminines aux Führers. Dans les services secrets alliés, notamment du côté britannique, certains scientifiques proposent en effet un plan glissé dans la nourriture d'Hitler, des doses d'œstrogènes incolores, insipides, indétectables. L'hypothèse naïve et révélatrice des croyances de l'époque est la suivante: en augmentant son caractère féminin, on réduirait son agressivité, sa tendance à la violence. On le rendrait plus hésitant, plus doux et peut-être moins dangereux. Le projet ne sera jamais mis à exécution. Les obstacles techniques, logistiques, moraux sans doute, l'enterreront dans les archives. Mais le simple fait qu'on l'ait envisagé en dit long sur le désarroi des Alliés, cherchant des armes nouvelles contre un ennemi qui semble insaisissable. On voit là une étrange inversion, alors que les nazis utilisent la pseudo-science pour justifier la persécution. Certains de leurs adversaires rêvent, eux aussi, d'une solution chimique à la violence politique, comme si la barbarie pouvait se neutraliser avec des pilules. Cette manie de vouloir traiter la politique comme un problème de laboratoire se retrouve ailleurs, autrement. Lorsque des scientifiques, des médecins, des psychologues tentent d'expliquer Hitler comme un individu pathologique, ils oublient parfois que, sans le monde qui l'a porté, il serait resté un marginal. C'est là que ton regard de spectateur doit rester vigilant. Ces curiosités ne sont jamais seulement des détails amusants ou morbides. Elles révèlent toujours une manière de penser, un rapport au pouvoir, à la science, à la morale. Revenons un moment à la scène du Café Central, mais cette fois,
du point de vue d'un personnage anonyme. Imagine un jeune serveur viennois, que nous appellerons Franz. Chaque matin, il enfile sa veste noire, nous sont habillés, se prépare à affronter la cohue des journaux, des tasses de café, des gâteaux à la crème. Il ne sait pas grand-chose de politique. Il retient surtout les noms des pâtisseries et les habitudes des clients. Celui-ci veut toujours un verre d'eau à gauche. Celui-là demande 2 sucres. Un jour de janvier, Franz remarque une drôle de coïncidence. Dans un coin du café, un homme aux lunettes rondes, la barbe soigneusement taillée, Freud discute de rêves, de pulsions. À l'autre bout, un jeune Yougoslave silencieux, Tito regarde les gens en coin. À une table centrale, Trotsky gesticule, explique la révolution à qui veut l'entendre. Non loin de lui, un Géorgien au visage fermé écoute Staline en tirant sur sa cigarette. Et à la marge, un jeune homme mal habillé, Hitler, prend des notes, observe, se tait. Pour Franz, ce ne sont que des clients parmi d'autres. Il ne voit qu'un café plein, des pourboires plus ou moins généreux. Il ne sait pas qu'il est en train de servir, en une seule matinée, les hommes qui feront éclater l'Europe, qui redessineront les frontières du monde, qui inventeront des camps de concentration et des purges, des partis uniques et des psychanalyses. Sa vie à lui restera modeste, rythmée par les saisons, les guerres, la pénurie, puis la reconstruction. Cette micro-histoire nous rappelle une chose essentielle: lorsque de grandes décisions se préparent, la plupart des gens continuent à vivre leur vie, à servir des cafés, à se marier, à élever des enfants. Les grandes ombres de l'histoire passent parfois à quelques mètres d'eux, sans qu'ils en aient conscience. L'illusion d'une vie normale persiste, même quand la paix n'est déjà plus qu'une fine pellicule sur un gouffre. Plus les années 30 avancent, plus cette paix devient une façade. Les accords diplomatiques se succèdent, la Tchécoslovaquie est démembrée, l'Autriche annexée. Certains dirigeants occidentaux continuent pourtant d'espérer qu'en cédant un peu, ils éviteront le pire. Cette politique d'apaisement, aujourd'hui largement critiquée, repose sur une idée simple: si l'on donne au dictateur ce qu'il réclame, il s'arrêtera. C'est là que les curiosités que nous avons évoquées prennent tout leur sens. Voir Hitler en homme de l'année sur un magazine américain, le voir un instant apparaître dans une proposition de prix de la paix, l'entendre parfois adulé par des politiciens européens qui l'admirent pour son énergie, tout cela contribue à la grande illusion. On veut croire qu'il est un dirigeant comme un autre, avec lequel on pourra composer. On ne veut pas voir que son système est rigide, inflexible, qu'il ne peut pas s'arrêter sans s'effondrer. C'est cette rigidité qui transforme chaque événement en domino. Une fois la machine lancée, plus aucune étincelle ne peut être contenue. L'invasion de la Pologne n'est pas un accident, mais la conséquence logique d'un projet annoncé depuis longtemps. La Seconde Guerre mondiale éclate. La paix armée se transforme en guerre totale. Pendant cette guerre, tandis que les bombes tombent, tandis que les troupes s'affrontent, les services secrets continuent de réfléchir à des moyens détournés de frapper le régime nazi. Le projet d'hormones féminines fait partie de cette guerre souterraine, tout comme les tentatives d'assassinat, les opérations de désinformation, les efforts désespérés pour faire vaciller un homme qui domine son propre système par une combinaison de charisme fabriqué, de terreur et de mise en scène. Et pourtant, au milieu de cette brutalité, certaines des obsessions d'Hitler restent étonnamment infantiles. Sa passion pour les romans de Karl May persistera au point que certains observateurs verront dans ses lectures une sorte de mentor littéraire qui lui a fourni un modèle de conquête et de domination. De même, certaines de ses décisions esthétiques, la moustache, les uniformes, les parades répondent davantage à un besoin de théâtre qu'à une quelconque rationalité militaire. Il y a chez lui un homme qui, enfant,
n'a jamais vraiment quitté le monde des jeux, des déguisements, mais qui, adulte, dispose d'une armée pour donner corps à ses fantasmes. À la fin de la guerre, quand le régime s'effondre, que Berlin est en ruine, que les camps sont libérés, les illusions tombent une à une. La couverture de magazine, la proposition au Nobel, la lettre à Mercedes, la rumeur du musée d'une race disparue, tout cela se retrouve soudain éclairé par la réalité brutale des charniers, des wagons, des fours, ce qui pouvait sembler curieux, presque. Anecdotique devient, à la lumière de l'après-coup, profondément révélateur. Car au fond, ces 10 curiosités ne sont pas seulement des fun facts historiques. Elles sont comme des fissures dans un masque. Elles montrent l'homme derrière le mythe, un individu pétri de contradictions, passionné de romans d'aventure, tout en méprisant la vie réelle, admirateur de l'Empire britannique, tout en préparant une guerre qui le menacera directement, obsédé par son image jusqu'à truquer les numéros de carte de son propre parti, assez vaniteux pour rêver d'une Mercedes de luxe depuis une cellule de prison, assez fragile pour que certains ennemis imaginent le transformer à coups d'hormones féminines. Elles montrent aussi la responsabilité du monde qui l'entoure, un monde qui pendant longtemps a accepté de le voir comme un acteur légitime, un homme d'État ordinaire, au point de l'ériger en figure emblématique de l'année, au point de jouer, même sur le mode de la satire, avec l'idée de l'associer à un prix de la paix. Un monde qui trop longtemps a confondu paix superficielle et véritable sécurité, croyant qu'en fermant les yeux sur les signaux inquiétants, il éviterait le pire. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine, on pourrait croire que tout est clair, que le procès du nazisme est sans appel. Et pourtant, les décennies suivantes voient apparaître d'autres mythes, d'autres récits déformés, où l'on tente parfois de nuancer, d'atténuer, de relativiser. C'est ainsi que naissent, par exemple, les histoires floues sur une interdiction des os humains par Hitler, ou les interprétations qui insistent davantage sur son amour pour les animaux que sur son mépris absolu pour les humains considérés comme inférieurs. Ces récits ne sont pas innocents. Ils participent, consciemment ou non, à une forme de brouillard moral. Ils plantent des graines de confusion. Et l'histoire nous apprend que les graines de confusion sont souvent suivies d'autres formes de ressentiment. Car le monde de l'après-guerre ne sort pas indemne de ce cataclysme. Le traité de Versailles avait déjà semé le ressentiment qui nourrirait la montée du nazisme. L'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec la division de l'Europe, la guerre froide, les mémoires concurrentes, laisse elle aussi des blessures ouvertes, des frustrations, des colères. Dans certains milieux, on cultive l'idée que les vainqueurs ont imposé leur récit, que l'on ne dit pas toute la vérité, que des aspects positifs du régime nazi seraient volontairement cachés. C'est dans ce terreau que prospèrent les demi-vérités, les curiosités mal comprises, les anachronismes. C'est pour cela qu'il est essentiel, lorsque l'on raconte ces 10 curiosités, de le faire sans complaisance ni sensationnalisme, mais aussi sans naïveté. Loin de rendre Hitler intéressant ou fascinant au sens superficiel du terme, elle montre à quel point son parcours est tissé de petites lâchetés, de ridicules, de manipulations. Elle montre surtout comment un monde entier a pu, pendant trop longtemps, le regarder sans voir ce qui, pourtant, était écrit dans toutes lettres dans ses discours et ses écrits. Ce soir, dans la pénombre qui t'entoure, ces histoires peuvent sembler lointaines. Un café viennois où se croisent Freud, Trotsky, Staline, Tito et un jeune Hitler. Une lettre à un concessionnaire de voitures. Une moustache taillée pour un masque à gaz. Une couverture de magazine. Un dossier de prix Nobel. Un projet d'hormones féminines. Un musée sinistre pour une race disparue. Des livres d'aventure qui deviennent des plans de conquête. Des os humains qu'on préfère oublier. Mais tout cela, mis bout à bout,
dessine un avertissement très contemporain. La barbarie ne se présente pas toujours sous la forme d'un monstre exceptionnel. Elle se glisse souvent dans les interstices de la normalité, dans les admirations naïves, les compromis politiques, les satisfactions médiatiques. Elle se nourrit des illusions de paix superficielle, des envies de tourner la page trop vite. Savoir l'histoire, c'est refuser ces illusions. C'est accepter de regarder en face les contradictions d'un homme et d'une époque pour mieux reconnaître, aujourd'hui, les formes nouvelles que peuvent prendre la haine, le mépris, la fascination pour les chefs autoritaires. C'est se rappeler que, derrière chaque curiosité, chaque anecdote un peu sensationnelle, se cachent des vies humaines. Des Franz qui servent des cafés sans savoir à qui, des familles qui disparaissent dans les musées d'objets saisis. Des peuples entiers réduits au rôle de figurants dans le récit de quelques-uns. Alors, si un jour tu entends quelqu'un dire, après tout, Hitler aimait les animaux ou on exagère, il a même été nominé au prix Nobel de la paix, tu sauras que ces phrases sont les échos déformés d'un passé qui refuse de mourir. Tu sauras aussi que les raconter correctement, les replacer dans leur contexte, c'est une forme de résistance. C'est une manière de veiller, même la nuit, sur la mémoire de ceux qui n'ont plus de voix. Ici, l'historien de la nuit, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de ce long voyage dans les zones d'ombre de l'histoire. Si tu veux continuer à explorer ces sentiers obscurs, tu peux t'abonner, laisser un like, écrire en commentaire les récits que tu aimerais voir un jour éclairés dans cette pénombre. Prends soin de toi. Bonne nuit et que l'histoire t'accompagne.